Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ce cliché est devenu l'un des plus célèbres de l'histoire contemporaine. Devant la grande cheminée sculptée blanc et or, cheminée surornée du salon de l'horloge du Quai d'Orsay, la salle a été transformée en salle de presse. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, il est reconnaissable à sa calvitie, à ses lunettes rondes. Robert Schuman lit debout devant un des gros micros de l'époque une note dont on peut imaginer qu'il la tient d'une main légèrement tremblante. Tous ces gens sont assis autour de lui, une foule un peu... on va dire un peu interloquée, sans doute très attentive, essentiellement masculine cette foule, même si la tête qui est là au premier plan est la tête d'une femme. Sur tous les manuels scolaires, la légende de cette photo présente cela comme un souvenir de la lecture le 9 mai 1950 de la déclaration Schuman. La vérité, c'est qu'il semble bien que personne n'ait immortalisé ce moment historique et que le cliché tellement célèbre ait été fait plusieurs jours après, à l'occasion d'une autre conférence de presse. Mais si l'on a cherché aussi désespérément une trace diffusable de l'événement du 9 mai 1950, c'est qu'il est considéré de manière symbolique, certes, mais aussi pour des raisons objectives, considéré comme l'acte fondateur de la construction européenne. Quant au texte, il a pris le nom de déclaration Schuman parce qu'il a été prononcé par le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Bidault. Il a bel et bien été prononcé par Robert Schuman. Ce Robert Schuman possède deux homonymes célèbres. Vous savez, il y a le compositeur romantique allemand, bien sûr, Robert Schumann. Ça s'écrit avec deux N. Mais aussi, et c'est davantage sujet à caution, il y a Maurice Schuman, non pas Robert, mais Maurice, qui était le ministre du général de Gaulle, l'ancien homme de Radio Londres. Le Robert Schuman, avec lequel je vous propose de faire un peu mieux connaissance, est un homme d'une dimension historique, assez discret c'est vrai, mais très important dans le rôle qu'il a joué au moment de cette période très bouleversée de l'immédiate après-guerre. Voilà un homme qui a été plusieurs fois ministre, 2 fois président du Conseil sous la 4e République. Il sera président du Parlement européen. C'est Antoine Pinet qui s'y connaissait en personnel politique qui nous disait « Il voyait grand, il voyait loin, il était créateur d'avenir ». Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, permettez-moi peut-être, si vous voulez, pour qu'on comprenne ce qui va se passer, de remonter un petit peu en arrière. On est 2 ans et demi après la fin des hostilités, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président Truman s'inquiète. Il a compris que désormais, les États-Unis, et au-delà des États-Unis, le camp de ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, allait avoir un nouvel ennemi qui s'appellerait l'Union soviétique. Et c'est dans le cadre de sa politique de containment, c'est-à-dire d'endiguement du communisme à l'échelle mondiale, que Truman va lancer le plan Marshall. Il envoie une directive à Eisenhower en 1947. Il lui dit « Une Europe ordonnée et prospère nécessite les contributions économiques d'une Allemagne stable et productive. » Ça, c'est très intéressant. Les Américains, les Britanniques, les Français vont faire fusionner leurs zones d'occupation en Allemagne et le but, c'est de créer un État démocratique allemand avec une économie capitaliste. Vous imaginez bien que ça réagit en face du côté soviétique. En novembre 1948, les soviétiques bloquent tous les accès terrestres à Berlin-Ouest. Ils ont l'intention de contrer la création de l'Allemagne fédérale. Ils veulent s'emparer de Berlin-Ouest, les soviétiques, et les occidentaux vont devoir organiser le célèbre pont aérien. Les États-Unis, à ce moment-là, décident d'accélérer l'intégration de l'Allemagne. On va créer la RFA, mais aussi un Conseil de l'Europe. Ça, ce sera le 5 mai 1949. Le but, c'est de s'engager sur les droits de l'homme, la démocratie, etc. Et puis, bien sûr, l'OTAN,
le Conseil de l'Atlantique Nord. Les Allemands de l'Ouest, de leur côté, sont très favorables à cette intégration. Le 13 juillet 1948, Karl Arnold, qui est président de la CDU en Rhénanie-Westphalie, appelle à une réconciliation avec la France. Vous imaginez l'importance d'un terme comme celui-là? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On vient de sortir de la guerre. Le 9 mars 1949, dans l'International News Service, qui est un journal américain comme son nom l'indique, Konrad Adenauer, qui est le président de la CDU, appelle à une union complète avec la France. L'idée, c'est de créer, écoutez bien le terme, une Union européenne, déjà pour l'époque, une nouvelle vie pour une Europe très malade, a dit le chancelier Adenauer. En France, le ministre des Affaires étrangères donc s'appelle Robert Schuman, c'est un Lorrain, un démocrate chrétien. En novembre 1949, il propose à l'Allemagne d'intégrer une structure financière régionale qui s'appelle le Finebel, qui déjà regroupait la Belgique, le Luxembourg, la France, les Pays-Bas. L'Allemagne va y participer comme les autres, c'est-à-dire qu'elle est là sur un pied d'égalité et début 1950, on décide de pousser l'idée d'une communauté européenne en commençant par les marchés du charbon et de l'acier. Organisation qui inclurait l'Allemagne, bien entendu. Il faut préparer toute l'équipe qui va mettre au point ce projet. C'est Jean Monnet qui essentiellement va s'en occuper. On rédige une ébauche, on discute, on amende, on réécrit, évidemment. Le texte évoque une égalité entre la France et l'Allemagne, une réconciliation partielle de souveraineté au profit d'une autorité internationale. Vous voyez qu'on va vite et loin. C'est un travail qui va se poursuivre pendant tout un week-end dans la villa de Jean Monnet, à Oujaret. On est à côté de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Tout ça se fait dans le plus grand secret, bien sûr. Et le vendredi 28 avril 1950, alors qu'il s'apprête à partir pour sa maison lorraine de Sichazel, il reçoit des mains de Bernard Clapier, qui lui-même a reçu le document de celle de Jean Monnet, ce document qu'il s'apprête à étudier. Vous écoutez Radio Classique. C'est un personnage assez extraordinaire, ce Robert Schuman. J'ai eu la chance, il y a quelques années de ça, d'en parler avec quelqu'un qui l'avait bien connu, puisqu'il a été son secrétaire. C'était Jean-Marie Pelt, qu'on connaît par ailleurs comme le grand connaisseur des plantes, et notamment des plantes médicinales. Il était pharmacien, Jean-Marie Pelt, et il avait très bien connu ce Robert Schuman, dont il admirait à la fois la très grande fermeté de fond et la très grande aisance et douceur de forme. C'était un personnage un peu à part. C'était un électron libre du monde politique. Et c'est d'ailleurs Jean-Marie Pelt qui nous dit: le samedi 29 avril 1950, Robert Schuman est donc à Sichazel et il a entre les mains un document que Jean Monnet, commissaire au plan, lui a fait remettre. Ça, c'est ce que je vous racontais il y a une seconde. C'est donc le projet CK, bien sûr. Le projet, c'est une chose, le faire aboutir, c'en est une autre, nous dit Jean-Marie Pelt. Schuman va consacrer son dimanche à étudier le document et de retour à Paris, il dit à son directeur de cabinet, Bernard Clapier, qui est venu l'attendre à la gare de l'Est, « J'ai lu cette note, elle est intéressante, j'en fais mon affaire. » Quand ce ministre des Affaires étrangères, qui quelques mois plus tôt était carrément le président du Conseil, dit « j'en fais mon affaire », ça veut dire qu'il a quand même son idée sur la marche à suivre. Depuis l'automne précédent, les homologues américains de Robert Schuman, je pense au secrétaire d'État Chisholm, bien sûr, aux États-Unis, mais aussi au secrétaire au Foreign Office en Grande-Bretagne, Lord Bevin, ils ont demandé à réfléchir activement à un plan de réintégration de la RFA. Vous avez vu jusqu'où on est allé d'ailleurs dans les propositions qui ont été faites à cette Allemagne fédérale. Bien sûr que le passé de Schuman le prédispose à tout ça. Il est né, lui, au Luxembourg. Il a passé sa jeunesse au Luxembourg. C'est d'ailleurs sa langue maternelle, le luxembourgeois. Mais ensuite, il a passé une grande partie de sa jeunesse dans la Lorraine annexée. Il vivait à Metz. Autant dire qu'il connaît l'Allemagne, il connaît le monde allemand. D'ailleurs, sa deuxième langue, après le luxembourgeois, ça n'est pas le français, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour le ministre français des Affaires étrangères, c'est bien le Hochdeutsch, c'est bien cette langue allemande dans laquelle il avait passé son Abitur, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat de l'époque. Donc, Schuman
connaît l'allemand et comprend les Allemands, si je puis dire. Il est parmi les hauts responsables français, sans doute un des mieux à même de faire entrer la toute nouvelle République fédérale dans le concert des nations du monde libre. Encore faut-il, vous l'aurez compris, ne pas perdre de temps, parce que la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères, elle a été programmée pour le 10 mai. Elle doit avoir lieu à Londres. Si vous faites le calcul, c'est facile. Il reste 10 jours à Robert Schuman pour faire adopter le projet de communauté européenne du charbon et de l'acier. Il faut faire adopter ça par les chambres, par les parlementaires français, mais aussi, disons-le, par les milieux économiques, financiers, par les milieux industriels. Ça n'est pas si simple d'aller convaincre des patrons qui sortent eux-mêmes de la guerre, d'aller maintenant s'allier avec les Allemands dans une communauté du charbon et de l'acier. Le 3 mai, on est au Conseil des ministres. Robert Schuman va poser quelques jalons en termes assez vagues, il faut dire. Il le fait exprès, il veut rester vague pour n'alerter personne, pour éviter que de très lourds intérêts ne viennent torpiller ce qui à l'époque n'est encore qu'un tout petit bateau, un frêle esquif, devrais-je dire. Pas du tout armé l'esquif en question. Mieux vaut donc, nous dit Jean-Marie Pelt, qui poursuit son récit sur le sujet, mieux vaut donc en parler tout à la fin du Conseil, quand chacun range ses affaires et pense passer à table. Ce qu'il fait. Et l'on décide, dans le brouhaha des fins de réunion, d'inscrire le projet à l'ordre du jour du Conseil à venir, qui doit se tenir exceptionnellement le mardi suivant, 9 mai. Ça vous dit quelque chose ? On est bien le 9 mai 1950. La première manche est donc gagnée. Ça ne veut pas dire que tout soit prêt. Il y en a encore quelques-unes des manches comme ça qu'il va falloir remporter. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'a pas mis grand monde dans la confidence, Robert Schuman. 2 Européens convaincus, ministre de poids dans le gouvernement Bidault, c'est René Pleven qui va jouer un rôle essentiel, et puis Daniel Mayer, qu'on a tendance parfois à oublier. Il faut donc écrire une déclaration, et c'est là qu'une petite équipe, triée sur le volet, va s'activer pour rédiger des moutures. On relit, on revoit, on biffe, on rature, on remanie sans cesse. Robert Schuman est un homme de littération, comme ça. Il ne travaille pas d'un premier jet. Il veut revenir, travailler, prendre de la hauteur. Et c'est à la 9e version, je dis bien la 9e, qu'on a l'impression quand même de tenir quelque chose qui va être validé le samedi 6 mai à 16h. Vous voyez que les choses ont quand même été à une rapidité folle. Quand on pense au temps qu'il faut maintenant pour préparer certains actes diplomatiques ou politiques, là, ça a été quand même réglé en on va dire en quelques jours, et quelques nuits aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé la nuit. Bref, il est temps de prévenir à Bonn le chancelier Adenauer, qui est non seulement d'accord, c'est évident, mais est fou de joie. Sa réponse enthousiaste parvient le mardi en fin de matinée, en plein pendant la séance de ce fameux Conseil des ministres historique, là. Avis qui est communiqué à l'ensemble du gouvernement, qui a été préparé par Mayer, par Pleven. C'est là que ces gens jouent un rôle absolument essentiel. Bref, le projet est adopté sans peine. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette fameuse déclaration qui va être lue à 18h dans le salon de l'horloge par le ministre des Affaires étrangères en personne ? Je vous cite quelques extraits. Si l'on en croit le reporter du Figaro, parce qu'on n'a pas d'enregistrement de cette déclaration, ça a été lu d'une manière un peu rude et heurtée, dit le reporter. Bon, je vais essayer de ne pas être trop rude, pas trop heurté. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Ça, je crois que c'est la phrase que tous les journalistes auront retenue. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Eh ben voilà, tout est dit. Ça, c'est l'agenda politique qui est fixé non pas pour des années, mais pour des décennies maintenant. Il va falloir des actions concrètes qui créent, quasi a posteriori, parce qu'on s'en rend compte souvent après coup, des solidarités de fait. Le rassemblement des nations européennes, poursuit le ministre des Affaires étrangères, poursuit Robert Schuman. Ce rassemblement exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Dans ce but, le
gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Et il y a là 2 petits paragraphes, je saute un peu parce que je ne peux pas vous lire toute la déclaration. D'ailleurs, il n'y a pas de meilleur conseil à vous donner que d'aller aux sources et de la lire, cette déclaration. Parce qu'en soi, tout y est contenu, elle est passionnante. La solidarité de production qui sera ainsi nouée, dit le ministre, manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Ça nous paraît évident à nous, ça, évidemment, qu'il n'y ait plus de guerre entre la France et l'Allemagne. Ça nous ferait presque sourire. Mais n'oubliez pas qu'on sortait de 3 conflits épouvantables qui avaient mis l'Europe à genoux et qui avaient fort endommagé la civilisation. Il s'agissait de rendre cet effet-là impossible. Cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix, réconciliation donc, marché unique du charbon et de l'acier, solidarité de fait, haute autorité. Ce qui vient de naître tout simplement, c'est la communauté européenne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, bien sûr, il faudra beaucoup de temps. Vous imaginez la stupéfaction dans l'opinion non seulement française et allemande, mais d'une façon générale mondiale au moment de la révélation de cette déclaration du 9 mai 1950. Revirement majeur, bien sûr. Une haute autorité au niveau européen, c'est une révolution pour tout le monde, bien sûr. D'ailleurs, Jean Monnet a confié au ministre belge Albert Copé: je me fous du charbon et de l'acier. C'est l'Europe que je veux faire. Vous avez bien compris ce qu'il y a derrière. Et c'est exactement la même chose dans l'esprit, bien sûr, de Robert Schuman. Et personne ne s'y trompe, que ce soit chez les journalistes, chez les hommes politiques de l'époque, il y a beaucoup de personnes qui sont très choquées par cette volonté de passer l'éponge. C'est le général de Gaulle lui-même qui, il est en pleine traversée du désert à l'époque, il se moque, je cite, d'un méli-mélo de charbon et d'acier sans savoir où l'on va. Et il y a parmi les politiques français un certain nombre de partisans de l'Union soviétique. Je parle bien sûr des communistes qui considèrent que tout ça, c'est la main des États-Unis, que tout ça, c'est une façon pour les États-Unis de récupérer la France, l'Allemagne et le reste. Schuman répond que ce sont les divisions qui affaiblissent l'Europe. Et l'Union va rendre l'Europe plus forte. Et elle va la rendre plus forte non seulement face à Moscou, mais aussi face à Washington, dit-il. Bref, les négociations de création de cette communauté européenne du charbon et de l'acier, de la CECA, vont pouvoir commencer avec les 6 pays intéressés que je vous rappelle quand même, au passage. France et Allemagne, bien sûr, mais aussi Belgique, Luxembourg, Italie et Pays-Bas. La Grande-Bretagne a hésité, puis finalement les Britanniques ont dit non, ce qui n'est pas une très grosse surprise. J'insiste quand même sur ces pays, parce que évidemment qu'on met toujours en avant la question franco-allemande, et même, pour être encore plus précis, on met en avant la question allemande, qui était au cœur de toute cette initiative et qui, sur un plan géopolitique, a tout dominé, tout écrasé. Mais il ne faut quand même pas oublier l'importance des autres pays. Le Benelux d'abord, comme on disait toujours Benelux, pour désigner la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui sont une sorte de noyau industriel de l'Europe, dont les différents dirigeants sont extrêmement influents. Et on ne dira jamais assez à quel point le Luxembourg, notamment, a joué un rôle moteur dans cette idée de construction européenne, mais aussi, bien sûr, l'Italie. Et ça, ce serait un sujet à part entière. Mais dire combien l'Italie a été d'une certaine manière, par son passé récent, par la crise qui était la sienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a été un moteur de la construction européenne, c'est dire peut-être une vérité qui n'a pas été suffisamment développée. Je vous donne un exemple tout simple. Au moment où il va s'agir de créer, au-delà de la CECA, une communauté économique européenne, au moment où l'on va signer le grand traité qui va être à l'origine de la communauté qui plus tard évoluera en union, où est-ce qu'on le signe ? Évidemment, au Capitole, évidemment, à Rome. Et d'ailleurs, l'acte fondateur du marché commun, que je sache, c'est le traité de Rome en 1957. Je ferme cette parenthèse.
Le 18 avril 1951, les ministres des 6 pays vont se réunir de nouveau dans ce célébrissime salon de l'horloge du Quai d'Orsay pour signer le traité de Paris. Alors évidemment, le ministre des Affaires étrangères va changer. Robert Schuman reste à ce poste, il reste au Quai d'Orsay jusqu'en 1953, mais après son départ du gouvernement, il va continuer à jouer un rôle très important dans la construction européenne et notamment, il devient l'un des premiers présidents de l'Assemblée commune de la CECA, ce qui est essentiel. Et là où le rôle de Robert Schuman est encore plus moteur, c'est dans le projet de la CED. N'oubliez pas que cette communauté européenne de défense lui paraît absolument essentielle pour prolonger tout ce qu'il a fait en faveur de la création d'une véritable Europe. C'est pour lui un engagement essentiel en matière de paix, de sécurité en Europe. C'est aussi une question d'équilibre entre les blocs, car il ne faut jamais oublier qu'on est en pleine guerre froide. Cette communauté européenne de défense, cette CED, du début des années 1950, qui est la grande idée d'une armée européenne intégrée pour renforcer cette sécurité collective, notamment face à la menace soviétique. Elle va finalement échouer, vous le savez, en 1954 sous le gouvernement de Pierre Mendès France en raison de l'opposition de l'Assemblée nationale française. Il n'empêche, elle n'en aura pas moins contribué à jeter les bases de la coopération européenne en matière de défense. En 1957, bien sûr, sera fondée la Communauté économique européenne. Ça, ce sera le traité de Rome. On n'est plus à Paris, on fonde une communauté économique européenne, mais on la fonde non seulement sur le modèle exact de la communauté européenne du charbon et de l'acier, mais surtout, on la fonde dans la philosophie qui avait été établie dans sa déclaration du 9 mai 1950 par un certain Robert Schuman. Vous écoutez Radio Classique.